Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 28 octobre. Les premières images des ressortissants français interpellés au Tchad dans le cadre de l'affaire des enfants dits du Darfour, les propos sévères du président Idriss Déby et les pourparlers engagés par la diplomatie française. Elle assure sa solidarité avec les enfants et confirme l'illégalité de l'opération menée par l'Arche de Zoé. La grève encore et toujours à Air France, vol annulé et retardé, des passagers français et étrangers toujours bloqués aujourd'hui, 4e jour de conflit et une question que nous poserons ce soir à l'un des représentants des stewards et hôtesses, le mouvement va-t-il se prolonger cette semaine ? Le sud de la Californie sort d'une semaine d'incendie. Après l'accalmie, voici l'heure des craintes écologiques et du bilan pour Arnold Schwarzenegger. Nous reviendrons sur l'omniprésence du gouverneur de l'État qui a repris pour l'occasion, vous le verrez, ses habits de héros de Hollywood. À suivre également dans ce journal du football avec les résultats de la journée de Ligue 1 et le portrait du nouvel espoir du football français. Il a 19 ans, il s'appelle Karim Benzema, il joue à l'Olympique Lyonnais mais intéresse déjà les plus grands clubs européens. Enfin, du cinéma avec Le Dernier Gang, signé Ariel Zetoun. La mode est au polar en France, celui-ci est sombre et vif, inspiré du fait divers du gang des postiches. On y retrouve Vincent Elbaz, Clémence Poésy et Gilles Lelouch. Et on commence ce soir par ces images en provenance du Tchad, les premières depuis le début de cette affaire qui dérange à bien des égards. Les ressortissants français membres de l'association L'Arche de Zoé sont toujours en garde à vue et vous allez découvrir le face-à-face entre Éric Breteau, le président de l'association, qui est à l'origine de cette opération plus que controversée, et le président tchadien Idriss Déby qui, lui, vous allez le voir, qualifie de tous les mots cette action. Le commentaire est de Claude Sampère. Voici les premières images des 103 enfants au Tchad, des images tournées vendredi par un journaliste local. On y découvre les 81 garçons et les 22 petites filles que l'association L'Arche de Zoé voulait ramener en France. Sur ces images, la plupart des enfants pleurent. Ils sont apparemment en bonne santé, mais ils semblent complètement perdus. Sur ce document, on voit également le président tchadien en personne, Idriss Déby, qui vient voir les enfants. Après quelques photos, le président tchadien va rencontrer les 9 Français de l'association. Le leader du groupe, Éric Breteau, tente d'expliquer les objectifs humanitaires de cette opération. Les chefs de village qui nous ont présenté ces enfants nous ont effectivement dit que ces enfants étaient en insécurité au Darfour. Ces petits enfants, hein? Au Darfour. Non, ce sont des orphelins qui n'ont plus de père et de mère. Nous, au départ, on a travaillé avec des chefs soudanais. Ils nous ont expliqué que... Vous avez l'habitude de faire ça? Vous avez déjà fait? Non, c'est la première fois. Et nous avions vraiment la garantie que ces enfants étaient orphelins de père et de mère. Et si on nous a menti, c'est vraiment à notre insu. Dans un autre coin du bâtiment, les 7 membres d'équipage de l'avion espagnol. Ils parlent d'un vol humanitaire, le président coupe court. Vous subirez la peine que vous méritez. Vous subirez la peine que vous méritez. Fin de l'échange. Menottés, les membres de l'association et les 3 journalistes qui sont avec eux sont en permanence bien encadrés. Un peu plus tard devant la presse, le président tient des propos très durs et porte des accusations sans preuve. Leur but, c'est d'enlever les enfants de leurs parents, de voler les enfants de leurs parents et vendre aux associations, aux organisations pédophiles en Europe. En Europe, si ce n'est peut-être vendre, les tuer et vendre leurs organes comme des bêtes. Face à cette crise très complexe, le Quai d'Orsay a mis en place une cellule d'urgence pour suivre de très près l'évolution de la situation. Voilà des images qui datent d'il y a 24 heures. Et dans cette affaire, l'heure est maintenant à la diplomatie. La France avait très vite condamné cette action et désormais les déclarations se succèdent. Bernard Kouchner a pu s'entretenir avec le président tchadien et sur place, l'ambassadeur a relayé aujourd'hui encore la position française qui condamne cette opération. Des propos que nous commente sur place notre envoyé spécial, Christian Autain. Aujourd'hui, l'ambassadeur de France au Tchad s'est rendu à Béché pour visiter l'orphelinat où ont été recueillis les 103 enfants. Il a profité de cette occasion pour exprimer sa totale condamnation de l'opération menée par l'ONG Children Rescue. Je trouve que cette situation est scandaleuse et l'effort du gouvernement français a été de me demander de se préoccuper en premier lieu du sort de ces enfants
qui ont été arrachés à leur village et à leur milieu, et ceci n'aurait jamais dû se produire. Il a ensuite qualifié cette opération de complètement illégale, avant d'ajouter « Les membres de Children Rescue qui ont participé à cette manipulation répondront de leurs actes au Tchad ». L'ambassadeur a toutefois ajouté que la France leur apporterait le concours consulaire et l'assistance dont ils auront besoin. On comprend bien ce soir que l'affaire est devenue sur place une affaire d'État. Écoutons maintenant les réactions sur l'évolution de la situation qui est suivie d'heure en heure par la diplomatie française, mais également par les membres de l'association en France. Propos recueillis par Jérôme Bermin et Daniel Lévy. Elle est l'épouse d'un membre de l'Arche de Zoé détenu à Abéché. Les accusations du pouvoir tchadien, elle les rejette. Il n'a jamais été question de trafic d'enfants, trafic d'organes. Tout ceci n'est pas vrai. Tout ce que l'association souhaitait, c'était sauver des enfants. Au Quai d'Orsay, Ramayad a pris la tête d'une cellule de crise. Interrogée sur les accusations très graves du président Déby, elle rappelle que les enquêtes ne sont pas terminées et fait tout pour ne pas heurter le pouvoir tchadien. Quant au président Déby, nous sommes parfaitement solidaires de ses inquiétudes. Les choses se passent très bien entre la France et le Tchad. Elles continueront à se passer très bien dans la mesure où nous avons décidé de collaborer très étroitement. Les 103 enfants sont toujours recueillis dans cet orphelinat à Abéché. Les autorités tchadiennes affirment que ce ne sont pas des réfugiés soudanais, mais bel et bien des Tchadiens. Le début de l'enquête de l'UNICEF semble leur donner raison. Je suis catégorique sur les 48 premiers entretiens que nous avons pu mener. Les 48 premiers entretiens, tous ces enfants provenaient de villages tchadiens. Le Quai d'Orsay se dit inquiet des conséquences de cette affaire pour les conditions de travail des humanitaires sur place. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir de cette affaire complexe. L'actualité de ce dimanche est également marquée par le conflit Air France, un conflit qui s'enlise. On avait cru hier, après 12 heures de discussion, une sortie de crise. Et puis, les négociations sont finalement revenues au point mort. Pas d'évolution aujourd'hui entre direction et syndicats. Avant de retrouver l'un des représentants des hôtesses et des stewards, voyons quelle était l'atmosphère aujourd'hui auprès des passagers. Reportage Yves Ginca, Chloé Cormery. Oui, mais nous qu'est-ce qu'on fait? Alors, on part pas. Ils doivent partir à Dakar. 29 clients d'un tour opérateur. Dans la pagaille de Roissy cet après-midi, il faut aller chercher des informations auprès des agents d'Air France. C'est la place à faire. Donc vous voyez avec mes collègues en zone 6. Oui, mais après une demi-heure de tentatives infructueuses, la responsable du groupe jette l'éponge et décide de distribuer les billets sans rien savoir. Là, il n'y a pas de nom. Ils nous disent rien du tout. Il y a un cadre qu'ils ont mis de service qui est quelque part là-bas, qui doit se renseigner. J'attends encore qu'il me donne des renseignements. En fait, et il n'en sait pas plus que n'importe qui. On a un circuit de prévu, donc si on manque une journée, 2 journées, on les rattrapera pas. Hein. De billets. Finalement, ils n'ont pas pu s'envoler aujourd'hui. Au téléphone, le voyagiste parisien qui a organisé leur séjour. On voulait savoir un petit peu comment la situation évoluait à l'aéroport. S'il vous assure de partir demain, c'est quand même la moins mauvaise des solutions. Hein. Depuis jeudi, ce tour opérateur cherche et parfois trouve des alternatives pour ces 2000 clients du week-end qui devaient partir avec Air France. C'est très complexe, comme vraiment les vols sont pleins. Cependant, on arrive à quand même trouver des solutions. Encore ce matin, des clients sont partis en voiture à Francfort pour prendre un avion pour Bangkok. Donc ils ont loué un véhicule pour se rendre à Francfort par leurs propres moyens. Mais pour tous ceux qui n'ont pas réussi à trouver des solutions, les vacances risquent d'être gâchées. Ce matin, le secrétaire d'État au transport, Dominique Bussereau, s'est inquiété de la situation lors d'une visite à l'aéroport d'Orly. Le problème, c'est qu'on ne peut pas reculer les vacances comme ça. Demain, le trafic sera toujours perturbé. 70% des vols Air France seulement devraient être assurés. Un conflit qui dure donc depuis 4 jours maintenant. Il touche à la fois les aéroports parisiens mais également ceux de province. Perturbations à Nice ou encore comme ici à Montpellier. La question que tous les passagers se posent désormais est de savoir jusqu'à quand ce conflit va durer. Le préavis se termine demain à minuit. Pour en savoir plus, on retrouve maintenant Farid Belkacem. Bonsoir. Vous représentez la CGT des personnels navigants. Tout d'abord, première question. On a vu depuis 4 jours des milliers de passagers bloqués, quelle que soit la légitimité ou pas de vos revendications. Est-ce que le choix de ce week-end pour une grève était vraiment, on va dire, opportun? Écoutez, ça fait
plus d'un mois, de 2 mois en fait, que nous avons déposé ce préavis de grève. En fait, il y a eu des réunions successives où nous avons tenté de discuter avec la direction qui malheureusement n'a jamais écouté nos propositions et nos revendications. Je voudrais quand même rappeler quelques éléments sur ce conflit. Il faut savoir que depuis 1995, les navigants commerciaux d'Air France ont subi plusieurs attaques, à commencer par leur salaire. C'est-à-dire que depuis 1995, les jeunes embauchés sont rémunérés à moins 30%. Dans le même temps, on nous a imposé 30% de productivité supplémentaire. Également, dans le même temps, on a également réduit le nombre des équipages à bord. On a densifié le travail dans les avions. Et il faut savoir également que notre profession accuse le coup maintenant. Ça fait maintenant des années qu'on nous tient à la limite du seuil de rupture. Et là, ça a vraiment explosé. 84% de participation, je crois que le chiffre parle de lui-même. Il faut savoir, juste je termine là-dessus, permettez-moi, il faut savoir également que notre profession est, en termes d'accidents du travail, est la deuxième en France après les dockers. Je crois que c'est un chiffre qui parle de lui-même. On parle de l'annulation une nouvelle fois d'un tiers des vols pour demain. Vous avez fait une nouvelle proposition à la direction ou est-ce que ce sont exactement les mêmes que celles d'hier ? Écoutez, nous avons tout à l'heure à 17h déposé un protocole de sortie de conflit à la direction. Nous attendons toujours sa réponse et nous espérons qu'elle sera positive. Sachez bien que nous sommes tous, nous aimerions tous que ce conflit s'achève dans les meilleures conditions, mais pour autant, il faut que la direction nous écoute. Maintenant, la balle est dans le camp de la direction et ce soir, nous attendons sa réponse. Est-ce que cela veut dire que si vous n'obtenez pas gain de cause, le conflit pourrait durer au-delà de votre préavis qui s'est fixé, je crois, à demain minuit ? Écoutez, pour l'instant, le conflit s'achèvera demain. Nous attendons, comme je viens de le dire, des réponses de la direction. Si celle-ci s'obstine à ne pas répondre à nos demandes légitimes, nous poursuivrons le mouvement. Merci. De quelle manière et à quelle date, je ne sais pas, mais en tout cas, nous poursuivrons le mouvement. Merci Farid Belkacem. Et puis à noter cette panne informatique à la SNCF, les réservations de billets de train par Internet et sur les bornes automatiques ont été largement perturbées aujourd'hui. À l'étranger, je vous parlais vendredi de l'accalmie sur le front des incendies en Californie. Elle s'est confirmée aujourd'hui, mais c'est une autre question qui inquiète désormais les autorités. Elle est d'ordre écologique. Ces incendies, d'une intensité rare, ont-ils rendu l'air toxique? La réponse est oui. Explication, Florence Mavic. Ces nuages de fumée toxique mêlés de cendres sont désormais la préoccupation des Californiens. Les pompiers savent maîtriser les flammes, mais ils ne peuvent rien contre les conséquences des incendies sur la santé des habitants. C'est avec des masques que chacun s'active dans les ruines des quartiers dévastés. C'est pas bon et ça ne semble pas s'arranger. L'odeur reste très présente et c'est vraiment difficile de respirer à fond. Dans l'air flottent de minuscules particules dangereuses. La fumée est vraiment irrespirable. Les enfants commencent à tousser. Moi, j'ai mal à la gorge. Les médecins conseillent aux personnes les plus fragiles de rester chez elles. Pour une personne en bonne santé, les conséquences sont pour l'instant minimes. Mais pour celles affectées par un problème pulmonaire, ça peut être assez dangereux. En 7 jours, les incendies ont émis en gaz à effet de serre l'équivalent annuel de 440 000 voitures. Le pire est à venir. Les prochaines pluies lessiveront les toxines laissées par les feux et les déverseront dans les rivières. L'eau, justement, pose aussi problème. Les réservoirs ont été souillés par les opérations de sauvetage. Dans plusieurs communes, impossible d'utiliser l'eau du robinet. De longues files d'attente se forment pour se ravitailler en carton d'eau minérale. Pour certains, les incendies ont du bon. Et cette semaine d'incendie aura eu pour conséquence de mettre sur le devant de la scène le gouverneur de l'État californien, Arnold Schwarzenegger, et son omniprésence a été saluée par tous. Soutien des pompiers, des sinistrés. Monsieur le gouverneur avait apparemment retenu les leçons en matière de communication du désastre Katrina. Sur place, Alain Chalvron et Aaron Diamond. Dans ses films, déjà, Arnold Schwarzenegger avait le don de se multiplier. Seulement, c'était du cinéma et Terminator était un méchant robot. Aujourd'hui, l'acteur devenu gouverneur est un gentil, plein de compassion, qui va dans les centres d'accueil de réfugiés s'assurer que tout va bien. Hey, comment ça va? C'est bon de vous voir. Et vous, vous vous occupez bien d'elle? Bien, bien. Le gouverneur joue à fond de son charisme et de son statut de star. Mais il est aussi un fin politique qui a tiré les leçons du désastre de Katrina il y a 2 ans. La Nouvelle-Orléans sous les eaux
Les cafouillages dramatiques du gouvernement, les 1700 morts. La chose la plus importante est de ne pas rester assis dans son fauteuil et d'essayer de prendre les bonnes décisions depuis son bureau. Il faut être au milieu des gens, c'est essentiel. Effectivement, comme dans ces films, Schwarzenegger se multiplie, on le voit partout, du petit matin jusque tard dans la nuit, dans les feux, dans les PC de commandement et avec les pompiers, oui, surtout avec les pompiers, ils ont la critique facile. Si on avait eu plus de moyens aériens, on aurait pu maîtriser ce feu. Un petit coup de brosse à reluire et on n'en parle plus. Nous avons sans aucun doute les meilleurs, les plus courageux, les plus expérimentés pompiers au monde. Même ses opposants lui tirent leur chapeau. De ce que j'ai entendu de la part des citoyens de Californie ces derniers jours, tout le monde apprécie votre leadership. Il y a un an, il était un peu boiteux pour sa réélection. Aujourd'hui, grâce aux incendies, il peut se targuer d'un sans faute et de faire l'unanimité. Déjà, au sein du Parti républicain, on regrette cet article de la Constitution qui prévoit qu'il faut être né américain pour devenir président. À l'étranger, toujours des images maintenant de l'armée turque qui s'est à nouveau déplacée vers sa frontière avec le Kurdistan irakien. Près de 100 000 hommes ont été déployés dans la zone. Une intervention a d'ailleurs eu lieu aujourd'hui. Une vingtaine de séparatistes kurdes auraient été tués lors d'affrontements dans l'est de la Turquie. Les autorités turques ont réaffirmé qu'elles n'excluaient aucune option militaire comme diplomatique dans ce dossier. On votait aujourd'hui en Argentine. 27 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Et c'est toujours la sénatrice Cristina Kirchner qui apparaît comme la favorite des sondages. Elle est l'épouse du président sortant et a déjà affirmé qu'elle entendait poursuivre la politique de son mari. On ne connaîtra les résultats que tard dans la soirée. En Espagne, la polémique enfle après la béatification par le Vatican de près de 500 religieux qualifiés de morts en martyrs durant la guerre civile espagnole. Une béatification que certains jugent inopportune et qui embarrasse le gouvernement espagnol. Voyons pourquoi avec Franck Genozo. Sur la place Saint-Pierre, ils sont plusieurs milliers à être venus assister à la béatification de 498 personnes. Des prêtres et des religieuses espagnoles assassinés pendant la guerre civile. C'est la plus grande messe de béatification jamais organisée au Vatican. Les pèlerins sont tous venus d'Espagne. Ce sont des martyrs car ils ont été victimes de persécutions religieuses. Beaucoup de gens sont morts. C'est la reconnaissance d'une guerre faite à l'époque à la religion. Ces gens sont morts pour Dieu et pour l'Espagne. Une cérémonie à l'origine d'une polémique en Espagne, au moment où le pays s'apprête à voter une grande loi pour reconnaître d'autres victimes, celle de la dictature franquiste. Durant la guerre civile, les républicains avaient tué un grand nombre de religieux, mais certains religieux ont également participé à la chasse aux républicains aux côtés des troupes de Franco. Pour les familles de victimes, l'Église espagnole oublie aujourd'hui cette facette de l'histoire. Ils ne reconnaissent que leur rôle de victime alors qu'ils faisaient aussi partie des bourreaux. Ils ont participé aux assassinats, ils ont fait des listes de personnes tuées par la suite et pendant 40 ans, l'Église a été un des piliers de la dictature de Franco. Une polémique qui met aujourd'hui dans l'embarras José Luis Zapatero. Le Premier ministre espagnol a été obligé de dépêcher un émissaire à la cérémonie, à quelques jours des premières discussions sur la loi. Le Vatican, de son côté, réfute toute volonté de mettre face à face les deux événements. En France, ce drame aujourd'hui dans l'Aude, assiégeant un homme et une femme âgée d'une cinquantaine d'années ont trouvé la mort ce matin après avoir été fauchés par une voiture alors qu'ils se promenaient. Le conducteur avait tout d'abord fui, mais il s'est ensuite, vous allez le voir, rendu à la gendarmerie. Reportage Léo Lamberton, Guy Spica. Totalement dépassé par ce qu'il vient de commettre, le conducteur du véhicule se rend aux gendarmes. Il a passé 2 heures caché non loin du lieu de l'accident et le jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années, est visiblement sous le choc. Ce matin à 9h30, sur cette route départementale près de Sigean dans l'Aude, au volant de son pick-up, il heurte un couple d'une cinquantaine d'années qui se promène sur le bas-côté. L'homme et la femme sont tués. Le conducteur abandonne son véhicule et s'enfuit. Un vaste dispositif de recherche est alors lancé. Nous sommes à la recherche de ce conducteur. Nous avons déployé un important dispositif avec des moyens aériens, un hélicoptère de Montpellier, un maître-chien et à peu près une trentaine de personnels qui sont déployés sur la zone et qui recherchent. Placé en garde à vue, le jeune homme a expliqué qu'il avait passé la nuit à faire la fête et qu'il s'est endormi au volant. Le test d'alcoolémie s'est révélé positif. Quant aux résultats des analyses toxicologiques, elles seront connues demain.
Et puis hier soir, cet autre délit de fuite en Moselle, cette fois, à Lay, 2 adolescentes ont été renversées par un conducteur qui ne s'est pas arrêté. Le pronostic vital de l'une des jeunes filles est engagé. Le chauffard âgé de 54 ans a pu être interpellé ce matin. À Paris aujourd'hui, un rassemblement était organisé à l'initiative de Nadine Trintignant, rassemblement pour protester contre les violences faites aux femmes. Plus de 400 personnes étaient présentes et parmi elles, de nombreuses personnalités du monde du spectacle. Pierre Monégier, Marie Cros. De sa colère, elle a fait un combat. Nadine Trintignant a rassemblé autour d'elle des écrivains, des réalisateurs, des comédiens pour dénoncer les violences faites aux femmes. Elle n'a pas voulu s'exprimer sur la remise en liberté de Bertrand Cantat, qui a tué sa fille en 2003, mais exige des peines plus lourdes à l'encontre des hommes violents. Rien que le terme crime passionnel me révolte. Un crime, c'est un crime, une passion, c'est magnifique. Et un crime, c'est l'horreur. Un crime qui touche chaque jour des centaines de femmes. Marie Trintignant n'était que l'une d'entre elles, mais cet après-midi, son souvenir était dans tous les esprits. Quand vous entendez des horreurs et le nombre, c'est évidemment insupportable. Et puis voilà, mon amie Marie Trintignant est morte un samedi soir, comme pratiquement tous les week-ends en France. Ça arrive à une femme, donc c'est évidemment interpellant. Quand j'entends dire des choses aussi terribles, j'ai vraiment honte d'être un homme. Comme on peut avoir honte au premier degré, simplement, c'est pas une honte intellectuelle, c'est une honte physique, quoi. Que des hommes se comportent comme ça. En s'associant au monde du spectacle, les associations de défense des femmes battues espèrent jeter un coup de projecteur sur une réalité tragique. En France, tous les 3 jours, une femme meurt victime de violences conjugales. Économie. Le gouvernement examinera mercredi un projet de loi sur plusieurs questions concernant les consommateurs. Des questions parfois concrètes de votre quotidien, la fin des tarifs téléphoniques surtaxés pour les hotlines ou encore l'obligation pour les banques de présenter un récapitulatif annuel de leurs frais. Explication Caroline Thébault, Charles Baget. Dans cette hotline, ni le temps d'attente ni la communication ne sont facturés aux clients. Une exception qui pourrait bientôt devenir la règle. Aujourd'hui, la plupart des fournisseurs d'accès Internet surfacturent ces services d'assistance. Pour Free, 9CGTEL ou Télé2, comptez 34 centimes d'euros par minute échangée avec le conseiller. Une surfacturation que le projet de loi compte interdire. Autre secteur concerné, les banques. Elles devraient envoyer à leurs clients une fois par an un récapitulatif de leurs frais bancaires. Frais parfois insoupçonnés, comme la réédition d'un code secret si vous avez oublié le vôtre. Ça va permettre plus de transparence, de manière à ce que le consommateur puisse éventuellement discuter avec son banquier et puis, le cas échéant, aller voir la concurrence. Côté téléphonie mobile, le gouvernement reste flou sur ces petites lignes, là tout en bas, celles qui concernent les durées d'engagement quand vous achetez un portable. Réduire de 24 à 12 mois les contrats, c'est ce que demandent toujours les associations de consommateurs. Tant que le consommateur ne sera pas libre, sera captif, sera entraîné vers des engagements de 24 mois, eh bien le marché ne sera pas dynamique. Donc il faut une intervention législative, le temps de la concertation est terminé. L'année dernière, 30 000 plaintes ont été déposées dans le secteur des communications, souvent pour des problèmes de résiliation de contrat. Le temps de la réforme des institutions est-il venu? Nicolas Sarkozy s'y était engagé pendant la campagne électorale. Eh bien, c'est demain matin que l'ancien Premier ministre Édouard Balladur lui remettra son rapport sur ce thème. Au programme, 77 propositions, les grandes lignes avec Hélène Hugues et Daniel Lévy. Ni révolution, ni changement de régime. Mais la copie rendue par le comité Balladur propose une 5e République plus démocratique. La prééminence du président de la République est consacrée. C'est lui et non plus le gouvernement qui définirait la politique de la nation. Le droit de prendre la parole devant le Parlement lui serait accordé. Son allocution pourrait être suivie d'un débat, mais en aucun cas d'un vote, une mesure diversement appréciée. Un président enfin pleinement responsable et un exécutif enfin pleinement responsable qui rendent compte de leurs actes devant un Parlement devenu adulte. L'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir sur le président de la République. Elle n'a ni droit de réponse, ni pouvoir de sanction sur le président de la République. Pour renforcer le Parlement, d'abord lui donner la maîtrise de la moitié de son ordre du jour. Augmenter le nombre de commissions parlementaires, 10 au lieu de 6 actuellement,
lui demander son avis sur la nomination des hauts fonctionnaires, enfin limiter l'usage du 49.3 qui permet au gouvernement de faire adopter un texte sans vote. Pour renforcer la démocratie, 20 à 30 députés pourraient être élus à la proportionnelle, proposition rejetée aussi bien par les petits que par les grands partis. Il est normal que tous les grands courants politiques du pays soient représentés convenablement à l'Assemblée. Et un vrai honneur des députés de dire notre mandat, on le doit aux citoyens davantage qu'aux partis. Avec la proportionnelle, vous cassez ça. Référendum d'initiative populaire ou interdiction du cumul des mandats suscite aussi la polémique. Faute de consensus, l'Élysée a d'ores et déjà renvoyé la révision constitutionnelle après les municipales de 2008. Parlons environnement avec cette nouveauté pour les plus petits, avec des crèches écolo, du sol au plafond, passant par l'alimentation des enfants. Tout est bio. L'une des premières crèches du genre a été ouverte à côté de Lille. Reportage à la Madeleine. Elsa Palot, Patrick Wurstorm. La petite collation du matin, un grand classique dans les crèches. Mais ici, tout est bio, du biscuit au jus de carotte. Et ça ne s'arrête pas là. Cette crèche d'entreprise a voulu faire 100% écolo, en commençant bien sûr par les couches. Ici, on utilise des changes lavables en bambou et coton bio. Et tant pis si c'est quelque peu volumineux, c'est plus écologique. On a un accueil de 30 enfants, donc on fait 3 à 4 rechanges par jour, donc ce qui fait qu'on a quand même 10 tonnes de déchets en moins sur l'année. Sol à base de lin, peinture murale en argile et en chaux, bois non traité, tous les produits potentiellement toxiques sont éliminés. Même les matelas et les turbulettes sont en coton bio. Les parents semblent conquis par le concept. C'est plutôt rassurant en tant que parent. On a l'impression de faire quelque chose d'utile en plus. On sait que nos enfants sont bien ici, ils sont heureux. Pour l'avenir, le fait que les enfants soient déjà dans un environnement développement durable, c'est déjà les sensibiliser. Et les entreprises, elles aussi, sont séduites. Les concepteurs de cette crèche bio vont ouvrir 10 nouvelles structures l'année prochaine. Et ils vont encore plus loin dans la protection de l'environnement. Cette future crèche est d'avant-garde. Pas de fondation, une structure en bois, des murs remplis de paille bio provenant de la région, du triple vitrage. Il ne faudra même pas chauffer en hiver. C'est un bâtiment qui démontre qu'on peut simplement, à un coût de construction tout à fait normal, construire un bâtiment extrêmement performant qui consomme plus d'énergie pour fonctionner. Et pour aller encore plus loin, ils envisagent même de récupérer ce que les petits pensionnaires des crèches laissent au fond de leur couche pour le transformer en énergie. Sport avec du football et 2 matchs de Ligue 1. Rennes s'est imposé en fin de journée à l'extérieur sur la pelouse du Racing Club de Lens. 2-1, but de Sylvain Wiltord et celui maintenant de Jérôme Leroy. Rennes occupe désormais la 3e place. Pendant ce temps-là, Le Mans a fait match nul avec Toulouse, 1 but partout. Et ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit le leader, l'Olympique Lyonnais, Lyon, qui a vu éclore depuis le début de la saison un talent. Du rang d'espoir, Karim Benzema est passé à celui de star du football français. Il s'est imposé en équipe de France et en championnat comme un joueur et un buteur incontournable. Un parcours qui suscite déjà les convoitises des plus grands clubs européens. Portrait signé Florent Gautreau et Vassila Kamli. Une perle rare à Lyon. Karim Benzema, 19 ans, est ici chez lui. Il est né sur les bords du Rhône et depuis l'âge de 9 ans, il fait les beaux jours de l'Olympique lyonnais. Avec les jeunes comme avec les professionnels, Benzema impressionne tous ses entraîneurs par son aisance technique et son efficacité devant le but. Quand cet été, son club a cherché à recruter un attaquant, il a pris la parole, revendiquant une place de titulaire au milieu des stars lyonnaises. Je sais que j'ai confiance en moi et je connais mes qualités. Et je vais pas parler pour rien, donc voilà, si j'ai dit ça, c'est que je me sentais de le dire et aujourd'hui ça se passe bien et voilà, j'espère que je vais continuer à travailler et à rester comme je suis. À l'heure où les vedettes du foot hexagonal s'exilent à l'étranger, le public français peut se réjouir d'admirer chaque semaine un joueur exceptionnel qui a déjà marqué 11 buts en 11 matchs de championnat. Benzema a déjà tapé dans l'œil des plus grands. Selon le journal espagnol Marca, le jeune attaquant de l'OL aurait séduit les recruteurs du Real Madrid. Le Real, comme Zidane, auquel on le compare déjà. Il faut dire que Benzema a pris la bonne habitude de se mettre dans les pas de l'ex-idole de la France du foot. Zidane avait marqué pour sa première sélection avec les Bleus en 94. Eh bien Benzema limite 13 ans plus tard. Après seulement 8 minutes passées sous le maillot bleu, l'attaquant lyonnais marque. Mais l'idole de Benzema, ce n'est pas Zidane, c'est Ronaldo, ses passements de jambes, son palmarès et son adresse incroyable. Bon, je peux regarder des vidéos de lui, voilà quoi, j'aime bien ce qu'il fait, comme il joue et j'apprends toujours en regardant des grands joueurs comme ça quoi.
Le Real Madrid le piste, Thierry Henry voit en lui son successeur. Il a déjà marqué 3 buts en 6 sélections avec les Bleus. Mais Benzema ne s'enflamme pas. Il vit chez ses parents, s'est acheté une maison avec ses premiers salaires et a prolongé son contrat avec Lyon. La nouvelle star du foot français a des pieds en or, mais la tête sur les épaules. Quand le cinéma s'inspire d'un sombre fait divers, celui du gang des postiches, avec la sortie mercredi du Dernier Gang, un film signé Ariel Zetoun, et c'est Vincent Elbaz qui incarne le cerveau de la bande. Pascal Deschamps et Frédéric Capron reviennent sur cette affaire. La police a quelques bonheurs cette semaine, puisqu'elle vient d'arrêter, mais à Paris cette fois, 3 gangsters appartenant à un gang des postiches. Plus qu'un gang, c'était devenu une légende. Pendant 6 ans, ils ont nargué la police. Des dizaines de casses en plein jour, grimés, d'où leur surnom. Des centaines de millions de francs d'or, de bijoux, soustraits des coffres des particuliers dès 1981. Avec l'arrivée de Mitterrand et des communistes, ils vont planquer tout leur pognon, tout. Le black, les lingots, les bijoux, ils vont les mettre dans des coffres. Eux, ils étaient populaires. Et c'est ça qui était un peu troublant. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils agissaient, et ils faisaient croire peut-être qu'ils agissaient comme des Robins des Bois. Et ils donnaient l'impression d'aller venger les gens qui n'avaient pas les moyens, qui étaient en crise, d'aller prendre aux riches. Vous allez voir l'engin. C'est quoi? Un scanner pour choper toutes les fréquences de la police. En vente libre dans tous les drugstores du coin, c'est pas beau ça? Ils avaient des moyens à l'époque que nous n'avions pas. À savoir des scanners qui permettaient, post-radio, qui permettaient d'entendre les services de police, les fréquences police, alors que nous n'avions pas encore à l'époque de postes cryptés. Pas de gang, on est une bande de potes. T'as pas vu la différence? Une bande qui naît dans les faubourgs de Belleville, de petites frappes devenues des pros. Des années de braquage et de planques que le film suit pas à pas. On ne saura jamais vraiment qui ils étaient. Seuls 3 d'entre eux seront arrêtés. Parmi eux, une énigme, André Belaïch, cerveau supposé du gang dont la culpabilité n'a jamais été prouvée. Il a fait 8 ans de prison pour association de malfaiteurs. Il a aujourd'hui 57 ans. Il faut savoir que le banditisme, c'est pas un jeu. Et que ça finit toujours mal, de toute manière. Et même quand ça finit bien, ça finit mal de toute manière. Ils sont enragés. Barrage, contrôle, la totale. Je ne voudrais pas vraiment que quelques jeunes de banlieue comme ça pensent qu'il suffit de prendre une arme et de tuer quelqu'un ou de faire une très grosse connerie pour être quelqu'un de valeureux. Je pense que quelqu'un de valeureux, c'est quelqu'un qui construit sa vie. Tel est le sentiment qui étreint le spectateur à la sortie. Derrière le spectaculaire, le flamboyant, il y a des destins brisés de flics, de voyous, victimes laissées sur le carreau et une question pour les survivants. Pourquoi ? On reste dans l'image avec la fin du Festival d'Antibes, un festival dédié au monde sous-marin. Plusieurs films ont été projetés durant 5 jours. On y retrouve souvent des images magnifiques, mais également certaines plus étonnantes. La sélection est signée Jérôme Bermin et Virgile Liado. Si vous venez de finir de dîner, gare à l'indigestion, car voici le grand festin. 52 minutes de carnage, le calvaire, des sardines, en pleine migration au sud de l'Afrique. Les bancs de poissons peuvent atteindre 20 km de long, 3 km de large, des sardines par milliards, un buffet à volonté. Requins, dauphins, fous de bassin et au bout de la chaîne, les hommes. Il n'y a pas que les pêcheurs. Sur les plages, tout le monde vient se servir. C'est gratuit. On ne sait plus où mettre les sardines. Dans ses bras, dans son t-shirt et même dans ses chaussures. Les gens deviennent fous. Tout festin, c'est connu, se termine en chanson. Voici le premier rap sous-marin. Ce clip est l'œuvre d'un seul homme. Graphisme, musique, même le rappeur, eh bien c'est lui. C'est vrai que c'est plus tellement de mon âge. C'est vrai que c'est en direction des enfants, puisque ça parle un petit peu de la protection du monde marin, des choses comme ça. La protection des fonds marins, même la pub s'en empare. Et si la mer décidait de nous renvoyer tout ce que nous y avons déversé à travers l'histoire? C'est la rébellion du dépotoir. C'est aussi une publicité pour une vodka présentée comme la quintessence de la pureté. C'est ce qu'on appelle du recyclage ou de la récupération.
Avant de terminer ce journal, je vous rappelle l'un des principaux titres de l'actualité de ce dimanche, la grève qui se poursuit à Air France. Les négociations sont toujours bloquées et des divisions apparaissent au sein des syndicats puisque la CGT a proposé unilatéralement un protocole d'accord ce soir. On s'oriente vers un 5e jour de grève pour la journée de demain. Voilà pour l'actualité de ce dimanche. Merci de nous être fidèles. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h50, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, 3e volet inédit de la saga. Vous retrouverez dès demain pour l'information Élise Lucet à 13h et Françoise Laborde à 20h. Passez une très belle soirée.